Research, qui va nous présenter plusieurs choses assez nouvelles qui ont été faites dans les travaux de Facebook. Donc un grand merci à Yann d'avoir pu venir ce soir nous présenter tous ces éléments. Merci Yann. Bon, moi je vais parler en français, sauf s'il y a des objections. Alors je vais parler d'un certain nombre de choses sur lesquelles diverses personnes travaillent à Facebook et à l'extérieur de Facebook. Tout d'abord merci de m'avoir invité. En fait je suis de passage à Paris pendant 2 semaines, je fais des cours au Collège de France, certains d'entre vous je crois, ils sont présents quelquefois. Et c'est intéressant de voir qu'il y a une communauté assez active dans le deep learning en France, et puis beaucoup de jeunes, c'est très agréable à voir. Alors bon, je vais parler de plusieurs projets, tout d'abord de projets assez récents en vision, d'un peu de problèmes qu'on se pose en termes d'étendre les capacités du deep learning pour le raisonnement, la mémoire, etc., principalement pour les applications au texte, mais aussi pour l'image. Et puis surtout, je vais passer une grande partie du temps sur l'apprentissage non supervisé, qui est en fait, à mon avis, un problème technique très important à résoudre, enfin scientifique plutôt, et qui certainement sera l'avenir du deep learning. Pour l'instant, les applications ne sont pas très claires, mais l'espoir que, certains intervenants précédents en ont parlé un petit peu, il y a une telle masse de données qu'il faudrait pouvoir en fait utiliser ces données non étiquetées pour entraîner des systèmes. Alors je vais commencer un petit peu par certaines choses sur lesquelles on a travaillé qui, certains d'entre vous sont peut-être déjà au courant. Bon, vous connaissez certainement, vous avez tous entendu parler de réseaux cognitifs. Les réseaux cognitifs qui sont utilisés en ce moment par toutes les compagnies de l'Internet, Facebook y compris, sont de plus en plus grands, de plus en plus profonds, de plus en plus de catégories avec lesquelles on les entraîne, dont typiquement ce sont des réseaux qui ont entre 1 et 10 milliards de connexions. Ça dépasse le milliard de paramètres maintenant, et puis certains ont 10, 20, 30, 40 couches, et même les derniers en ont 152. Bon, c'est un petit peu différent des vieux réseaux cognitifs des années 90 qui avaient de l'ordre de quelques centaines de milliers de connexions. Mais à l'époque, les machines ne nous permettaient pas d'entraîner des réseaux plus gros que ça. Donc maintenant, c'est un petit peu différent. Ce que vous voyez en haut, c'est les réseaux VGG. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont joué avec ce genre de choses, une vingtaine de couches, avec des noyaux de convolution très petits, en général 3 par 3, mais on les emplit. Le réseau GoogleNet, avec l'architecture de Inception, je ne sais même pas comment on dit en français. Et puis le dernier en date, le réseau l'architecture ResNet de Microsoft Research Asia, Beijing, de Camille. Et l'innovation de cette architecture est d'avoir des connexions qui court-circuitent en fait les couches de manière à ce que les couches par défaut calculent une fonction d'identité. Et les réseaux qui est mis en parallèle avec ces connexions directes en fait, calcule une espèce de déviation par rapport à l'identité. Et il s'avère que si on a ce genre d'architecture, on peut empiler autant de couches qu'on veut. En fait, ça ne fait pas de dommage parce que l'information peut toujours se propager dans les connexions identité. Évidemment, la contrepartie, c'est que on finit par avoir des réseaux qui ont énormément de couches, dont la plupart des couches en fait ne servent absolument à rien. Donc maintenant, il y a des travaux pour essayer de compresser, après entraînement, essayer de compresser ça pour réduire le nombre de couches. Sur les 152 couches, il y en a probablement qu'un faible nombre qui font quelque chose d'utile en fait. Mais c'est les réseaux qui produisent les meilleurs résultats à l'heure actuelle, donc c'est intéressant. Alors, les choses dont je vais parler, les développements un petit peu récents, c'est les travaux
d'une collection assez diverse de personnes à Facebook et Research, aussi bien à New York qu'à Menlo Park. Je ne pense pas qu'il y ait des gens de Paris qui ont participé à ce projet autant que je me rappelle. Et ça a démarré un petit peu avec un projet qu'on appelait Deep Mask, qui consistait à entraîner un réseau convolutif, non seulement à identifier l'objet principal dans une image, mais aussi à produire un masque de résolution similaire à celle de l'image, peut-être un peu moins grand, qui serait un masque de l'objet reconnu. Donc, par exemple ici, une image avec un éléphant, on branche un réseau convolutif dessus, et puis ensuite il y a deux chemins dans le réseau convolutif, un qui traduit la catégorie et un autre qui produit une espèce de carte qui correspond au masque de l'objet. Donc on peut appliquer ce réseau avec une fenêtre glissante sur toute l'image, et pour certaines positions, on va obtenir un objet qui est disons, bien centré dans l'image, et donc ça va probablement correspondre à celui qui est dans la zone de vue du réseau. Et à ce moment-là, on peut dessiner une espèce de contour autour de cet objet et puis le reconnaître par la même occasion. Et ça permet de reconnaître plusieurs objets dans les images par fenêtre glissante, mais aussi de dessiner le contour. Alors ça marche vraiment très bien. Alors il y a tout un tas de ruses derrière ça. En fait, il y a un système de raffinement de ces masques un peu itératif et multi-échelle, que je ne vais pas détailler. Mais à la fin, il y a une espèce d'assemblage de réseaux convolutifs assez monstrueux qui est entraîné avec une technique qui s'appelle EASGD, Elastic Average GD. Donc c'est une technique qui a été développée par mes étudiants à NYU, qui s'appelle Sichin Zhang, qui va finir sa thèse dans les mois qui viennent, et qui consiste à en fait entraîner un réseau de manière distribuée sur plusieurs machines, tel que chaque machine en fait voit toutes les données et a sa propre copie des paramètres. Mais tous les paramètres qui sont appris dans chacune des machines en fait, sont liés par un régulariseur type L2, c'est-à-dire une espèce de distance au carré, vis-à-vis de la moyenne de tous ces paramètres. Donc chaque processeur ou chaque serveur, si vous voulez, travaille sur la totalité des données, a sa propre copie des paramètres, communique une fois de temps en temps la valeur de ces paramètres à un serveur central, et ce serveur central, en retour, donne sa valeur de paramètres au travailleur local, disons, au nœud local. Du coup, l'ordinateur local, disons, a un terme de régularisation qui l'empêche de s'éloigner, qui empêche son vecteur de paramètres de s'éloigner trop de celui du serveur. Et c'est un terme élastique, c'est pour ça qu'on appelle ça Elastic Average GD. Le paramètre central de moyenne en fait traque la moyenne relativement lentement, et ça permet en fait d'augmenter le path gradient, le taux d'apprentissage, de telle manière à ce qu'il y ait beaucoup plus d'exploration qui se passe et la convergence est plus rapide et permet d'être distribué sur plusieurs machines. Alors au résultat, on donne une image et puis on fait ce système à plusieurs échelles, et puis on garde les objets qui sont correctement, qui ont un score élevé. Et donc là, ça identifie la personne, la planche à roulettes, les bateaux, etc. Même la personne qui est vue partiellement, le téléphone portable, l'ordinateur, etc. Même quand c'est vu à travers un grillage, donc on met juste l'état des personnes, mais bon, c'est à peu près évident que ce sont des personnes. Donc tout ça marche relativement bien. Même dans le cas où les personnes sont très difficiles à reconnaître, comme la personne qui est dans le fond ici, en fait, est aussi reconnue comme personne grâce au contexte et puis un petit peu ce qui se passe autour. Le frisbee est correctement séparé. Ça, c'est mon exemple préféré. Parce que je vais avoir des brocolis. On pourrait imaginer un robot maintenant qui peut virer les brocolis du machine. Mais bon, c'est pas parfait, il y a des erreurs de temps en temps. Donc ça, c'est une erreur, par exemple, qui pourrait être facilement corrigée si le système avait, disons, du contexte un petit peu sémantique de haut niveau. La tête de la personne ou la casquette est reconnue comme un gant de baseball. Évidemment, quand on voit que la personne joue au tennis, ce serait étonnant qu'il y ait un gant de baseball sur la tête. Mais pour le système, on n'a pas de notion de champ de contexte, donc on peut faire ce genre d'erreur. En fait, non, c'est ça mon exemple préféré, c'est les boutons, parce que on arrive à identifier tous les boutons. Pour tenter les boutons sans dormir, le pauvre bouton du milieu est coupé en deux, malheureusement, c'est une erreur.
mais ils sont tous bien découpés. Donc ça marche bien. Alors, on n'a pas complètement résolu la vision parce que tout ça c'est encore complètement supervisé, donc il faut avoir des données étiquetées de manière assez précise en fait avec toutes ces catégories, et c'est un petit peu laborieux. On peut même identifier des choses dont le business principal est en fait de ne pas être facilement reconnu, comme les zèbres, etc. Voilà, donc il y a des réseaux cognitifs partout maintenant, comme vous pouvez probablement vous en rendre compte vous-même. Des gens qui construisent des chips pour les implémenter. En ce moment même, peut-être que maintenant il a fini, je ne sais pas, Jensen Huang, le PDG de NVIDIA, présentait les derniers progrès, dont on a eu un raccourci. Donc ça, c'était sa précédente présentation il y a quelques mois. Donc il présentait ce module qui est destiné aux voitures sans conducteur, donc capable de 42 teraops, pas vraiment des teraflops, enfin c'est en seul bit, refroidi par eau, et c'est un petit module qui peut être mis dans une voiture et qui est en fait assez rapide pour traiter des signaux de plusieurs caméras. Donc NVIDIA travaille sur plusieurs approches en fait pour la conduite rapide, pour la conduite automatique, en particulier des méthodes de segmentation sémantique où chaque pixel de l'image est étiqueté avec la catégorie de l'objet qui contient ce pixel. Donc ça permet un peu de résoudre tous les problèmes de conduite. Un rival d'une certaine manière de NVIDIA dans ce domaine est la compagnie Mobileye, qui est israélienne, et qui depuis plusieurs années déjà travaille sur des systèmes de vision pour les voitures, et ils ont leur dernière génération de chips. En fait, n'était pas du tout faite pour faire des réseaux convolutifs, mais il y a 2 ans, la compagnie a adopté la religion du deep learning et s'est aperçu que les réseaux convolutifs marchaient bien mieux que les choses qu'ils utilisaient jusqu'à présent. Et donc maintenant, ils se retrouvaient avec un chip qui n'était pas du tout fait pour faire tourner les réseaux convolutifs, et ils ont essayé avec un chausse-pied de faire tourner les réseaux convolutifs dessus, et en fait, ils ont eu pas mal de succès avec ça. Donc ils ont la version 3 de leur chip qui est en fait utilisée dans les Tesla, les voitures électriques, qui se conduisent toutes seules sur l'autoroute et qui font un petit peu aussi de segmentation sémantique, donc qui identifient la route, les obstacles, les voitures, etc. Et on conduit une Tesla, je peux vous dire que ça marche relativement bien. Mais c'est pas parfait. Une chose qui est en train de se développer beaucoup, en tout cas il y a beaucoup de gens qui sont très enthousiastes sur la question, c'est l'utilisation des réseaux convolutifs pour l'analyse d'images médicales. Ça a le vent en poupe, il y a beaucoup d'investissements là-dessus, il y a beaucoup de recherches universitaires également. C'est un domaine un petit peu difficile à pénétrer parce que les données sont privées, elles sont gardées par les centres médicaux, etc. Donc ça va mettre du temps en fait à se développer, mais ça commence à bien marcher. Et je pense que ça va révolutionner la radiologie probablement. Alors, pour vous donner une idée de l'échelle de l'utilisation des réseaux convolutifs dans les compagnies comme Facebook, Google, etc., il y a à peu près 1 milliard de photos, enfin ça dépend des jours, mais c'est entre 800 millions et 1,3 milliard de photos qui sont téléchargées sur Facebook par les utilisateurs. Donc ça compte juste Facebook, ça ne compte pas Instagram, WhatsApp et Messenger. À peu près, disons 1 milliard à la louche, par jour. Et chacune de ce milliard de photos est traitée par 2 réseaux convolutifs. Un qui fait la reconnaissance des objets, donc qui calcule à peu près 2000 tags sur ces images, et qui permettent au système automatique de Facebook en fait, de montrer aux utilisateurs de Facebook des contenus qui sont plus susceptibles de les intéresser. Donc, je ne sais pas si vous êtes intéressé par la voile et que nos amis mis une photo de voilier, on va vous montrer cette voiture-là, cette photo-là. Par contre, vous en avez peut-être un peu marre de voir les photos de chats d'un autre ami, et ça, on ne va pas vous les montrer, quoi. Donc tout ça, c'est automatique, hein, c'est à partir de clic d'état. L'autre réseau convolutif qui est appliqué à toutes ces images, c'est un réseau qui fait la reconnaissance des visages. Alors ça, c'est pas déployé en Europe, c'est-à-dire que si vous êtes en Europe et que vous téléchargez une photo sur Facebook, vous ne faites pas de reconnaissance de visage. Mais à l'extérieur de l'Europe, oui.
Et ça permet de faire du tagging automatique de vos amis dans les images, et puis d'alerter les amis en question, de partager les photos avec eux, etc. Il y a une application spéciale qui s'appelle Moments qui permet de partager automatiquement avec des gens qui participent à une fête, par exemple. Mais cette application n'est pas disponible en Europe car il n'y a pas de reconnaissance de visage en Europe. Alors, bientôt, on va avoir des réseaux cognitifs un petit peu partout, dans les voitures, dans le système d'imagerie médicale, dans la réalité augmentée, dans les téléphones mobiles, les appareils photo intelligents, les robots aspirateurs, les jouets, etc. Et il y a des compagnies déjà qui sont formées, enfin qui travaillent là-dessus depuis un certain temps pour faire des chips spécialisés pour réseaux cognitifs à très basse puissance, pour par exemple aider les gens qui ont des problèmes de vision ou pour mettre ça dans des smartphones ou des choses comme ça. Une compagnie en particulier s'appelle Mobilux qui travaille là-dessus. Bon, alors maintenant je vais parler de mémoire, en particulier de Memory Augmented Network. On m'a dit qu'il n'y a pas eu de conférence là-dessus dans ce meet-up. Donc, alors il y a les réseaux récurrents, c'est bien, mais la raison pour laquelle on utilise les réseaux récurrents, c'est parce qu'on espère que les réseaux récurrents puissent se rappeler du passé. C'est-à-dire on utilise des réseaux récurrents, par exemple, dans des données séquentielles, du texte ou de la parole, ou des choses comme ça, parce qu'on espère que le réseau récurrent, au fur et à mesure qu'il absorbe la séquence de données temporelles, va se rappeler du contenu précédent. Donc une application typique serait la traduction, par exemple, de la traduction automatique de texte. Donc on prend une phrase en anglais, en entrée, mot par mot ou caractère par caractère même, par un réseau récurrent, et on espère que le réseau récurrent à la fin va produire un état interne qui va représenter le sens de la phrase complète. Ensuite, on va prendre cet état interne final et le rentrer dans un autre réseau récurrent qui, lui, va produire une traduction de la phrase. Donc, l'état du réseau récurrent à la fin de la lecture de la phrase d'entrée doit représenter la totalité du sens de la phrase pour permettre au réseau décodeur de produire la traduction. Malheureusement, il y a un gros problème avec les réseaux récurrents, c'est que si la phrase est un petit peu longue, au moment où le réseau arrive à la fin de la phrase en anglais, il ne se rappelle plus du début. Alors, c'est un peu gênant. Et puis dans les années 90, en 94, en fait, Yoshua Bengio avait publié un article qui disait qu'on veut utiliser des réseaux récurrents pour en fait donner de la mémoire au réseau pour qu'il se rappelle de choses qui se sont passées il y a longtemps dans le passé. Mais en fait, si le réseau a une mémoire, a une capacité de mémoire, donc c'est l'argument de Yoshua, qui par certains côtés est faux, et je dirai pourquoi après, mais il y a quand même une grosse partie de vérité dedans, disons. Donc si on veut que le système ait de la mémoire, il faudrait que une partie de son état en fait puisse être stable, c'est-à-dire que une partie de l'état du réseau récurrent en fait reste, donc maintienne ses valeurs, et ça veut dire que d'une certaine manière il faut que l'état final de cette partie du réseau récurrent soit indépendant de perturbation de l'état initial. C'est-à-dire que si on perturbe un petit peu l'état initial, on va se retrouver dans la même mémoire, sinon la mémoire ne va pas être stable. Si on perturbe un peu l'état initial et que ça perturbe l'état final, ça veut dire qu'on n'a pas de mémoire, on n'a pas stocké quelque chose. Si on connaît un petit peu l'électronique, un registre ou un flip-flop, c'est un circuit qui a deux états stables, un 0 ou 0,1, et il faut le pousser dans un état et il va s'y mettre, mais si on perturbe un petit peu son état initial, il va rester toujours arriver dans le même état final. Alors le problème de ça, bien sûr, c'est que si une perturbation de l'entrée ne résulte pas en une perturbation de l'état final, ce que ça veut dire, c'est qu'en rétropropage les gradients, il n'y a pas de gradient, le gradient est zéro. C'est-à-dire la dérivée partielle de l'état final par rapport à l'état initial est zéro, et donc il n'y a pas de gradient. Donc l'argument de Yoshua était de dire, l'avantage des réseaux récurrents, c'est pour pouvoir stocker des choses en mémoire, mais si on peut stocker des choses en mémoire, du coup on n'a plus de gradient, donc on ne peut plus entraîner avec la rétropropagation. Donc ça a un peu jeté un froid dans la recherche dans les réseaux récurrents dans les années 90. Alors il s'avère que cet argument n'est pas entièrement correct, c'est-à-dire que on n'a pas vraiment besoin de mémoire stable pour se rappeler de choses en fait dans un réseau récurrent. Si on peut avoir une orbite, on peut stocker une mémoire non pas dans un état stable mais dans une orbite. Donc un état qui tourne, disons, sans arrêt. Et ça c'est une orbite par rapport à une autre, en fait, correspond à deux mémoires différentes. Donc là, on n'a plus ces problèmes de vanishing gradient, comme on appelle ça, mais
Donc il y a des gens qui travaillent un petit peu là-dessus en utilisant ce qu'on appelle des réseaux orthogonaux, donc des réseaux qui sont réversibles, dans lesquels on peut garantir que d'une étape à l'autre, d'un instant à l'autre, on ne perd pas d'informations en fait. Donc il y a plusieurs méthodes pour faire ça. Mais il y a une solution partielle à ce problème, bien sûr, qui est très utilisée en ce moment, qui s'appelle STM, donc Short Term Memory. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de ça. Donc c'était Sepp Hochreiter et Jürgen Schneehuber en Suisse. Sepp Hochreiter est en Allemagne. Et l'idée de STM, je suis sûr que vous savez, que la plupart d'entre vous le saviez, c'est d'utiliser en fait des unités dans le réseau récurrent qui par défaut préservent leur état. Et pour que l'état de ces unités change, il faut qu'il y ait une action particulière d'une autre unité qui vienne écrire dedans ou effacer la valeur en question. Donc c'est une espèce de registre en fait qui stocke l'information par défaut et qui permet de préserver l'information à long terme sans perturber les gradients dans les circuits de contrôle. En fait. Alors, si on essaie de généraliser cette idée un petit peu plus, en fait, on s'aperçoit que ce dont on a besoin, c'est de séparer la partie mémoire, stockage de mémoire du réseau, de la partie calcul, si vous voulez. Et c'est là qu'on arrive à ce qu'on appelle la notion de Memory Augmented Networks, donc les réseaux augmentés ou améliorés par une mémoire. Donc il y a un réseau récurrent, on peut voir comme une espèce de processeur, augmenté par une mémoire associative qui sert à stocker des faits ou des états, enfin des choses quoi, qui peuvent être utilisées. Alors il y a des idées un petit peu similaires qui circulent, par exemple les Neural Turing Machines de l'équipe de DeepMind. En fait, le papier sur le Memory Network est sorti sur Archive et les gens de DeepMind ont sorti leur papier sur ATF 3 jours après. Parce qu'ils ont vu que le papier des Memory Network était sorti, donc ils se sont dit il faut qu'on publie notre truc avant que ce soit trop tard. Donc les idées étaient dans l'air, et elles sont un petit peu similaires, par certains côtés. Et puis à peu près au même moment, il y avait aussi une proposition de Arnaud Gelin et Thomas Nikolov à Facebook qui est le Stack Augmented Recurrent Net. Donc là, c'est une mémoire qui est organisée comme une pile et qui peut servir à faire du parsing de langage, par exemple. Alors, il y a une chose intéressante dont il faut, qui m'a un petit peu choqué quand je l'ai entendu, c'est que dans le cerveau des mammifères, le processeur, si vous voulez, c'est le cortex, et la mémoire à court terme, c'est l'hippocampe. C'est une structure qui est au milieu du cerveau, il y en a une de chaque côté, quoi, qui est un peu allongée et qui innerve un peu tout le cortex et qui sert de mémoire épisodique ou de mémoire de fait. Donc, ce qui fait que vous vous rappelez où est la porte là, pour sortir, et ce qui fait que vous vous rappelez ou vous ne vous rappelez pas des mots que j'ai dit il y a 5 minutes, c'est l'hippocampe. Et en fait, si on n'a pas l'hippocampe, on ne peut pas se rappeler de quelque chose pendant plus de 20 secondes. C'est-à-dire que le cortex ne peut pas stocker une information dans son état pendant plus que 20 secondes à peu près. Donc, il faut vraiment une structure séparée pour stocker les faits séparés. Alors qu'est-ce que c'est la mémoire network? C'est en fait un circuit de RAM, d'une certaine manière. C'est exactement la même chose qu'un circuit RAM, excepté que c'est soft. Au lieu d'être des circuits logiques, c'est des circuits un peu continus. Alors, en fait, c'est plus similaire à une table de hash qu'à une RAM, en fait. Alors, l'idée est simple, on prend une adresse qui est l'entrée de la mémoire, qui serait un vecteur, mais on peut interpréter ça comme une adresse ou comme une clé pour une table de hash, et on compare cette adresse à la série de toutes les clés qui ont été stockées dans la mémoire, par exemple avec un produit scalaire. Donc, si le produit scalaire est élevé, oui, j'arrête pas de sortir du champ de la caméra, donc si le produit scalaire est élevé, si ces vecteurs sont normalisés, en fait, le produit scalaire peut être 1 quand les deux vecteurs sont alignés, 0 quand ils sont orthogonaux, ce qui est probablement ce qui va se passer par défaut si c'est au hasard, et puis moins 1 si elles sont en direction opposée, mais c'est pas très fréquent en fait. Et on prend ces valeurs-là, on les passe par un softmax. Donc softmax, c'est une fonction où on prend les valeurs d'un vecteur, on les passe par l'exponentielle, et puis on normalise par la somme de ces exponentielles. Donc on a une série de nombres qui sont entre 0 et 1 et qui somment à 1.
Et ça nous donne des coefficients pour la somme est 1. On utilise ces coefficients pour calculer une somme pondérée de vecteurs, des vecteurs de valeurs qui sont stockés dans la mémoire. Donc ce qu'on récupère, c'est la somme pondérée des valeurs qui sont stockées par la mémoire, où les pondérations sont ces coefficients qui sortent du circuit de décodage. Le circuit d'entrée ici, c'est une espèce de circuit de décodage très similaire. Donc dans le cas extrême, où un des vecteurs est exactement égal à l'entrée, et les autres sont tous orthogonaux, on se retrouve avec un vecteur avec un 1 et que des 0 par ailleurs, et donc on se retrouve avec le vecteur de valeur correspondant en sortie. Alors l'avantage de cette structure, c'est que c'est une mémoire comme une RAM, mais c'est différentiel, on peut rétropropager des gradients à travers, donc du coup on peut intégrer ce module dans un réseau de neurones. Alors voilà comment c'est utilisé. Ça c'est un memory network à trois sauts, on appelle ça. Donc le réseau récurrent en fait ici est déplié d'une certaine manière. Donc il y a un vecteur d'entrée qui est par exemple une question qu'on veut poser au système. Le système a lu un texte et a stocké ce texte dans la mémoire. La manière dont le texte est stocké, c'est qu'on prend chaque mot du texte, on les encode par un vecteur identique or to vec, quelque chose comme ça, et on stocke chacun de ces mots dans la mémoire comme une clé et une valeur aussi, donc juste comme une clé. Et donc, quand une question arrive, on entraîne une couche en fait, du réseau récurrent à faire en sorte que la représentation vectorielle de la question match les mots, les objets dans la mémoire qui pourraient correspondre aux réponses. Donc ça, c'est un entraînement qui se fait de manière supervisée ou semi-supervisée en fonction de la situation. Donc ça va accéder à un objet dans la mémoire qui va être récupéré comme entrée du réseau récurrent, et puis ensuite on fait une autre page du réseau récurrent qui produit une autre adresse qui va accéder à la mémoire, qui est lue par le réseau récurrent, etc. On fait ça 3 fois. Et à la fin, on entraîne le réseau à produire la bonne réponse, donc qui serait un encodage vectoriel de la réponse, la réponse possible. Et puis par rétropropagation, en fait, on peut entraîner le truc à remplir la tâche et à marcher correctement. Alors il y a deux versions. Il y a une version où en fait, à chaque itération, on dit exactement au système quelle adresse de la mémoire accéder. Donc ça permet d'entraîner la mémoire de manière directement supervisée. Puis il y a une autre version qui s'appelle End-to-End Memory Network, donc qui est un papier c'est le deuxième papier ici par Sana Supata, Arthur Schlam, Jason Weston dans le Fairus, qui lui est disons end-to-end, donc il n'y a pas besoin de spécifier quelle partie de la mémoire utiliser pour une tâche particulière. Et puis en haut à gauche, ce que vous voyez, c'est le Stack Augmented Recurrent Net de Joulin et Nikolov, où là, le réseau récurrent, en fait, peut choisir d'empiler ou de dépiler une valeur sur le haut de la stack, ou d'accéder à une valeur. Et donc, il produit une action, et puis tout ça est encore une fois différentiable, et donc on peut apprendre tout ça par propagation. Et c'est en fait bien pour entraîner des réseaux récurrents à faire du parsing, des choses dans le genre. Alors ça, c'est un petit exemple qui circule depuis longtemps, que Jason Weston, Scott Chopra et Antoine Borde avaient produit. C'est une version en 15 phrases du Seigneur des Anneaux, où c'est à peu près tout ce qui se passe dans le Seigneur des Anneaux, quoi. Enfin, les 4 phrases de la fin c'est un spoiler. Et donc, on fait lire ça à la machine. Donc, la machine a été entraînée avec un espèce de simulateur de jeu d'aventure textuel. Donc, on dit des choses à la machine du genre John est dans la cuisine, il prend un carton de lait, ensuite il se déplace dans la salle de séjour, il laisse tomber le carton de lait, etc. Puis ensuite on demande où est le carton de lait. On voit bien que j'habite aux États-Unis, il n'y a pas de carton de lait en France. Et la bouteille de lait UHT. Et donc on entraîne le système à répondre à ces questions-là, et en fait le système peut observer l'état du monde parce que c'est un monde simulé, en fait, un jeu d'aventure textuelle, d'une certaine manière. Et ces phrases, que pour la représentation de Seigneur des Anneaux, en fait, sont exactement de ce type-là. C'est des phrases très simples qui décrivent une action et le déplacement d'objets ou de personnes ou
d'un endroit à un autre. Et donc c'est exactement le genre de situation pour lequel le système a été entraîné à répondre aux questions, et donc il est capable de répondre où est l'anneau, Mandoum, où est Vimon maintenant, etc. Donc ça marche assez bien. Il y a des tâches un petit peu plus compliquées qui s'appellent les baby tasks, où en fait les questions sont de type quelquefois beaucoup plus compliqué, où il y a un petit peu de déduction, où on fait de combinaisons de faits multiples. Donc, par exemple, le truc du milieu, là, Brian est un lion, Julius est un lion, Julius est blanc, Bernard est vert, de quelle couleur est Brian? Et si on suppose que tous les lions sont blancs, Brian est blanc. Donc, pour ça, il faut combiner deux faits dans la mémoire pour arriver à répondre à la question, et donc il faut deux accès à la mémoire en fait, pour pouvoir répondre à la question. Tout à droite, là il faut trois faits ici, il faut combiner trois causes différentes. Marie est allée dans le bureau, Marie est retournée dans la cuisine, John est allé dans la chambre, et Marie a laissé tomber le lait, c'est toujours le lait qu'on laisse tomber, et donc là la question c'est où était le lait avant d'être dans le bureau. Et bon, d'ailleurs là la réponse n'est pas présente dans le texte, mais il faut savoir que Marie était dans le couloir avant. Donc il y a tout un tas de questions de ce type-là qui ont été répertoriées par Jason et ses collaborateurs, qu'il appelle les baby tasks, qui sont en fait des espèces de types de questions. Et bon, un STM de base ne marche pas très bien là-dessus. Si on fait un memory network complètement supervisé, ça marche bien sûr, mais c'est un peu de la triche. Donc les memory networks qui sont entraînés de bout en bout, eux, marchent un petit peu moins bien, mais d'un autre côté, il n'y a pas eu de triche. Voilà, alors maintenant la dernière partie de mon speech, c'est sur les obstacles sur la route de l'intelligence artificielle, et puis en particulier sur l'apprentissage non supervisé. Je pense qu'il y a un groupe là qui est non supervisé. Alors les trois, c'est bizarre en tout cas. L'apprentissage non supervisé, c'est plus drôle en fait. Oui, c'est ça, c'est exactement ça que je vais vous dire. On s'amuse mieux dans l'apprentissage non supervisé. Alors, bon, il y a trois morceaux un petit peu qui nous manquent, si vous voulez, dans l'apprentissage pour construire des machines plus intelligentes que celles qu'on a à l'heure actuelle. Une, c'est l'intégration de l'apprentissage de représentation, donc de deep learning, avec le raisonnement, l'attention, la planification, la mémoire, etc. Donc j'en ai un petit peu parlé ici. Il y a beaucoup de travaux sur la question à Facebook, à DeepMind et à dans d'autres groupes universitaires, etc. Et on aboutit à cette notion d'algorithme différentiel, d'une certaine manière, donc de blocs fonctionnels, qui sont des blocs à partir desquels on peut construire des algorithmes et qui sont différentiels, comme la mémoire, comme peut-être des algorithmes d'ordonnancement, de ranking, etc. Donc il y a pas mal de développements là-dessus qui sont assez intéressants. Il y a un deuxième problème qui est un petit peu, disons, philosophique, qui serait l'idée qu'il se serait bien de trouver une méthode d'apprentissage qui soit suffisamment générale pour en fait englober l'apprentissage par renforcement, l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé. C'est-à-dire qu'il serait bien d'avoir une règle d'apprentissage unique qui puisse opérer dans ces modes divers sans avoir besoin disons, de méthodes particulières. Et puis surtout, la dernière question, c'est comment faire l'apprentissage non supervisé. Alors, je vais commencer par définir ce que je veux dire par apprentissage par renforcement supervisé et non supervisé. Et j'ai des définitions de ces notions qui sont très personnelles et un petit peu étroites, si vous voulez. Donc, tout le monde ne veut pas dire la même chose quand il parle d'apprentissage par renforcement ou supervisé ou non supervisé. Moi, ce que je veux dire par apprentissage par renforcement, c'est la situation où, à chaque essai ou à chaque exemple, la machine reçoit de l'environnement un scalaire, et juste un scalaire, rien d'autre. Très souvent, quand on parle d'apprentissage par renforcement, on veut aussi dire une machine dont les exemples d'apprentissage sont séquentiels et pas indépendants les uns des autres, parce qu'il y a une espèce de séquence dedans. Mais c'est en fait indépendant du fait que le renforcement est un scalaire, un unique scalaire. Donc c'est-à-dire que la machine fait quelque chose, et l'environnement, ou l'entraîneur, dit à la machine c'était bien ou c'était pas bien, avec peut-être un score. Donc c'est un scalaire par exemple. Le deuxième mode, l'apprentissage supervisé, on connaît bien sûr.
on dit à la machine quelle est la réponse correcte, et donc implicitement, on dit à la machine pour toutes les autres réponses possibles, le score devrait être plus bas. C'est-à-dire qu'en fait, on ne donne pas simplement une valeur scalaire à la machine, on donne autant de valeurs scalaires qu'il y a de sorties possibles à la machine. Donc à chaque exemple, la machine reçoit beaucoup plus d'informations que dans la situation d'apprentissage par renforcement, parce qu'elle reçoit la collection de toutes les réponses possibles, en fait. Un score pour chaque réponse possible, de certaine manière. L'apprentissage non supervisé, c'est en fait une version, d'une certaine manière, de l'apprentissage supervisé, qu'on peut voir comme ça, dans lequel la sortie désirée de la machine n'est pas produite par un agent intelligent, donc n'est pas fiable, et simplement un exemple tiré parmi tout un tas, qui seraient peut-être tous corrects. Et donc, ce que donne l'environnement à la machine, c'est un exemple qui peut être constitué d'énormément de variables. Donc, ça peut être une image, par exemple. Donc, si par exemple, pour apprendre que le monde est tridimensionnel, il suffit de me déplacer de 20 cm vers la gauche, et c'est clair que la seule représentation qui a du sens de ce que j'observe, c'est le fait que le monde est tridimensionnel. Le fait qu'il y ait un déplacement par parallèle, que les objets plus proches se déplacent plus, etc., relativement aux autres. Donc à force de naviguer dans le monde, on peut en déduire très rapidement que le monde est tridimensionnel. Et c'est une information en fait qui n'a pas besoin de supervision, simplement par prédiction ou prévision de à quoi le monde devrait ressembler quand je bouge la tête. Donc le système là reçoit énormément d'informations à chaque essai. Et alors ensuite, il y a l'argument Massu qui est que si on veut entraîner des réseaux de neurones de taille très très grande avec des millions ou des milliards de paramètres, et qu'on utilise uniquement l'apprentissage par renforcement, il va falloir des milliards d'exemples. Parce que chaque exemple ne donne qu'une valeur scalaire. Il va falloir des millions d'exemples si on utilise l'apprentissage supervisé, particulièrement si on a beaucoup de classes, on ne va pas avoir besoin d'énormément d'exemples. Et si on utilise l'apprentissage non supervisé, on va pouvoir contraindre tous ces paramètres avec beaucoup moins d'exemples. Et en fait, on a beaucoup plus d'exemples parce que dans l'apprentissage non supervisé, on n'a pas besoin de détecter les exemples manuellement, donc on peut se reposer sur des quantités de données énormes. Donc si on veut entraîner des réseaux de très grande taille, on est obligé, en fait, tôt ou tard, on va être obligé d'utiliser l'apprentissage non supervisé, disons en utilisant cette définition. Ah oui, voilà. Alors, c'est ce qui me fait dire que si l'apprentissage est un gâteau, la génoise du gâteau, c'est l'apprentissage non supervisé, parce que c'est là que se passe le plus clair de l'apprentissage. L'apprentissage que les humains et les animaux font, en fait, est essentiellement non supervisé. En fait, en énorme majorité non supervisé. Le glaçage sur le gâteau, c'est l'apprentissage supervisé. Ça constitue peut-être quelque chose d'utile, mais on n'a pas beaucoup de données de supervision, en fait. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est l'apprentissage par renforcement. Il y a très peu d'informations qui fournissent le système à travers ça. Donc ça ne peut pas vraiment contribuer d'une grande manière à l'apprentissage global. Alors c'est un petit peu embêtant, c'est un petit peu embarrassant pour des gens comme nous qui font l'apprentissage parce que on peut pas faire un gâteau. On sait faire le glaçage, on sait mettre la cerise sur le gâteau, mais on ne sait pas faire le gâteau. C'est un gâteau au chocolat, c'est de la matière noire. En fait, c'est exactement ça. L'apprentissage non supervisé et pour les gens de l'apprentissage automatique, la matière noire pour l'équivalent de la matière noire pour les physiciens. C'est un petit peu embarrassant. C'est 95% de l'apprentissage qui se passe dans la nature est non supervisé et on n'a aucune idée de ce que c'est. Et c'est un peu comme les physiciens où 95% de la masse de l'univers c'est la matière noire et l'énergie noire et on n'a aucune idée de ce que c'est non plus. Plutôt embarrassant. Donc, à mon avis, la prochaine montagne à franchir sur le chemin de l'intelligence artificielle, ou le mur qu'il va falloir abattre, c'est celui de l'apprentissage non supervisé. C'est très clair pour moi, c'est pas clair pour tout le monde, mais c'est une vue très personnelle du problème. Tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord. Tout le monde à Facebook, d'ailleurs, n'est pas d'accord avec ça. Il y a des gens qui explorent d'autres avenues. Il y a par exemple une proposition de Thomas Nikolov, Armand Joulin et Marco Baroni, un article disons, qui explore une voie particulière pour faire des progrès d'intelligence artificielle, qui est tout à fait raisonnable, qui ne parle pas particulièrement d'apprentissage non supervisé. Donc, j'ai pas la science infuse, mais disons que c'est une idée qui me turlupine. Et il y a beaucoup d'évidence, comme on dit en anglais,
au sens français du terme, qui montre que l'apprentissage humain et animal est essentiellement non supervisé. Donc il y a des notions comme le fait que le monde est tridimensionnel, le fait que les objets ont une certaine permanence, c'est-à-dire que c'est pas parce que je ne vois pas un objet à cet instant qu'il n'existe plus. Ce sont des choses qu'on apprend en observant le monde, d'une certaine manière. Et on apprend une quantité d'informations absolument énorme en observant comment marche le monde, et en fait en s'entraînant à prédire ce qui va se passer dans le monde, soit comme conséquence de nos actions, soit simplement comme conséquence du fait que le monde évolue. Et je pense que la seule manière de donner le sens commun, qui est vraiment comment on dit ça, l'arlésienne de l'intelligence artificielle, c'est la chose qu'on n'a jamais vue, c'est une machine qui a du sens commun. Donc, permettre de donner une machine de sens commun, en fait, doit passer par l'apprentissage non supervisé. Je ne vois pas comment faire autrement. Donc, qu'est-ce que c'est que le sens commun? Donc, par exemple, le fait que si vous fermez les yeux, et je dis, Bernard, en l'occurrence, j'utilisais comme exemple Bernard Chokov, parce qu'il était dans la salle quand j'ai écrit cette diapo. Donc, je dis, Bernard prend son sac, il quitte la pièce. Même si vous ne savez pas dans quelle pièce ça se passe, vous ne connaissez pas Bernard, ce que vous savez, c'est que probablement Bernard va se lever, il va étendre sa main pour attraper son sac, va fermer sa main, va marcher, il ne va probablement pas voler, il ne va pas se dématérialiser, et il va se diriger vers la porte, ouvrir la porte, etc. Il ne va pas passer à travers le mur. Et tout ça, vous le savez parce que vous connaissez les contraintes du monde physique. Donc il y a tout un tas d'inférences que vous pouvez faire sur ce que veulent dire ces 9 mots, cette séquence de 9 mots qui est très courte, qui contient très peu d'informations. Vous pouvez inférer tout un tas de choses sur les contraintes du monde à cause du sens commun, et parce que vous savez comment fonctionne le monde, simplement, par observation. Alors comment faire ça avec la machine? C'est le problème de l'apprentissage non supervisé. Alors voilà le problème technique de l'apprentissage non supervisé, si on essaie de le formuler, c'est le fait que le monde est intrinsèquement non prédictible. C'est-à-dire que si par exemple je veux faire la prédiction vidéo, donc j'ai un prédicteur là, qui est G de X, Z. X, ce sont disons, une observation du passé, donc quelques frames de la vidéo déjà observée, et que je demande à la machine de prédire à quoi va ressembler la frame suivante, qui serait Y bar, la prédiction de la machine. Il y a tout un tas de choses, bien sûr, que je ne peux pas savoir sur l'évolution du monde. C'est-à-dire que, par exemple là, si je vous dis dans quelle direction je vais me déplacer, je pourrais ne pas bouger, me déplacer vers la gauche, me déplacer vers la droite. Et si je vous demande de prédire dans quelle direction je vais bouger, vous allez probablement prédire une de ces trois options, mais vous ne savez pas laquelle. Donc, d'une certaine manière, il y a tout un tas de prévisions possibles qui sont toutes plausibles. Et à la fin, je vais me déplacer, disons, vers la gauche. Donc le point que vous allez observer dans l'ensemble d'apprentissage, c'est que je me suis déplacé vers la gauche, mais peut-être une autre fois, dans le même ensemble d'apprentissage, je me suis déplacé vers la droite. Donc si vous utilisez l'e-square, par exemple, pour entraîner cette machine, simplement un moindre carré, ce que va faire la machine, c'est qu'elle va prédire une moyenne de tous les futurs possibles qui peuvent se passer. Et donc ce que vous allez prédire, c'est une version transparente, semi-transparente de moi à gauche et semi-transparente de moi à droite, parce que vous ne savez pas de quel côté je vais aller. Et ça, c'est pas raisonnable. Donc le problème peut être formulé de la manière suivante. L'apprentissage non supervisé, c'est une situation d'apprentissage dans laquelle on vous donne un point, c'est-à-dire que quand on observe le futur, si on veut faire la prédiction dans le futur, on va observer un point particulier, qui est la frame de la vidéo qui se passe. Mais en fait, cette frame vient d'un ensemble de possibilités qui peut être représenté par une variété, un manifold, enfin une surface, disons, de basse dimension. Et je ne veux pas punir la machine pour produire un autre point sur cette surface, si cette surface en fait correspond à des futurs plausibles. Donc la question maintenant devient comment on entraîne une machine avec une fonction de coût qui ne fait pas payer la machine pour faire la mauvaise prédiction parmi toutes celles qui sont plausibles. D'accord ? Et le problème de ça, bien sûr, c'est qu'on ne connaît pas ces surfaces. Et donc il faut entraîner un autre réseau, peut-être, à en fait caractériser cette surface. Et la manière de faire ça, enfin il y a tout un tas de manières de faire ça, mais une manière que j'aime beaucoup, c'est été proposée par Ian Goodfellow il y a 1 an et demi à peu près, s'appelle l'entraînement adversaire, ou adversariel. Comment on dit en français, adversaire ou adversariel? Bon, adversariel, ça ne me semble pas... Bon, adversaire. Donc il y a cette idée
génératif adversaire. Et l'idée est vraiment très simple dans son principe. Vous pouvez mettre des maths probabilistes compliquées dessus, mais en fait l'idée est vraiment simple. Elle est la suivante. La fonction de coût avec laquelle donc vous avez entraîné un générateur qui est un réseau qui va produire des images, par exemple si vous faites la prédiction vidéo. D'accord. Donc ce réseau va observer le passé, la variable d'observation du passé n'est pas présente. Et puis va utiliser des vecteurs aléatoires en fait, qui correspondent aux variables que vous ne pouvez pas observer sur le monde, qui sont des variables cachées qui pourraient prédire ce qui va se passer dans le monde. Et vous allez entraîner un réseau à produire une image qui va être la frame suivante dans la vidéo. Et l'idée de base, en fait, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un réseau discriminateur qui, lui, va être une fonction de coût entraînable, une fonction de perte entraînable. Donc cette fonction de perte entraînable, ce qu'elle fait, c'est que c'est une espèce de classifieur binaire, si vous voulez, ou un réseau qui produit un score, de telle manière à ce que le score disons, la valeur produite est proche de 0 quand l'image qu'on donne au discriminateur est une image réelle, donc qui vient effectivement des données. Et par opposition, la valeur est grande lorsque l'image est artificielle, donc est générée par le réseau. D'accord ? Donc ce réseau discriminateur s'entraîne à discriminer entre les données réelles qui viennent de l'ensemble d'apprentissage et les données générées par le générateur. D'accord ? C'est simplement une discrimination binaire. Donc ce que fait ce réseau, en fait, c'est qu'il apprend, il s'entraîne à dire si un point est sur cette surface correcte, de surface possible. D'accord ? Il va produire 0 si c'est sur la surface, et un nombre plus grand que 0 si c'est à l'extérieur de la surface. C'est à ça qu'il s'entraîne. On peut voir ça comme une fonction de perte entraînable. Et alors le générateur, comment s'entraîne le générateur? Le générateur va s'entraîner à produire des images que le discriminateur ne peut pas distinguer des images naturelles qui viennent de l'ensemble d'apprentissage. Et le générateur en fait peut tricher, c'est-à-dire que ce qu'il fait, c'est qu'il va récupérer le gradient de la sortie du discriminateur par rapport au son d'entrée, et il va ajuster ses paramètres pour produire la prochaine fois une image que le discriminateur ne va pas être capable d'identifier comme étant artificielle. Okay. Et c'est là que vient tout l'avantage de ces systèmes. C'est une fonction de coût entraînable, et bien sûr, dont on peut calculer le gradient, et donc on peut entraîner un générateur. Et alors ça marche incroyablement bien. Et quand je dis incroyablement bien, c'est vraiment incroyable. Alors il y a plusieurs versions de ça. Il y a le LabGAN, qui est l'Appalachian Generative Adversarial Network, qui est un papier par Emily Danton, c'est une étudiante en PhD avec Rob Fergus et moi, enfin principalement avec Rob Fergus. Et les co-auteurs sont des chercheurs de Facebook Area Research à New York. C'est un système qui est entraîné à produire des images sur des images de relativement basse résolution, genre CIFAR. Et donc, ce qu'apprend ce générateur, en fait, on lui donne des nombres aléatoires, un vecteur aléatoire, et c'est une espèce de réseau convolutif à l'envers, si vous voulez. Donc, un réseau convolutif, normalement, il y a une image en bas et puis on sort des valeurs en haut. Là, c'est un peu le contraire, on inverse toutes les flèches, donc on donne des valeurs, un vecteur de valeurs, et la sortie du réseau, en fait, c'est une image. On entraîne de cette manière-là. Donc on lui donne des vecteurs aléatoires, et puis il s'entraîne à produire des images que le discriminateur ne peut pas identifier comme étant artificielles. Et donc à la fin, on donne des nombres aléatoires, et puis le système produit une image. Donc, par exemple, on peut les entraîner sur des catégories différentes. Là, on est entraîné sur je ne sais pas si c'est des églises, ou des châteaux, ou des tours, ou je ne sais pas quoi, et donc on produit des tours. Bon, c'est joli, mais pas très joli. Et la raison pour laquelle c'est pas très joli, c'est qu'en fait, il a été découvert un petit peu plus tard que c'est mieux d'utiliser des réseaux qui n'ont pas de pooling dedans. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de max pooling. Voilà des exemples un petit peu plus parlants. Mais voilà une autre version de ce truc-là qui est ce qu'on appelle TCGAN. Donc c'est un travail qui avait été fait par Sumit Chitala, qui est à Facebook, qui est le troisième auteur du papier, et deux auteurs d'une start-up de Boston. Et c'est une version des réseaux génératifs adversaires qui en
fait, ce sont des réseaux convolutifs dans lesquels il n'y a pas de pooling. En fait, c'est que des couches convolutives avec une stripe plus grande que 1, possiblement, pour faire ce échantillonnage. Et ce que vous voyez en haut sont des images de chambres à coucher synthétiques produites par ce réseau qui a été entraîné sur des milliers d'images de chambres à coucher. Et c'est absolument extraordinaire, c'est le fait que chacune de ces chambres à coucher a l'air complètement raisonnable. Il y a un lit, il y a des oreillers sur le lit, il y a des fenêtres, il y a des portes, il y a des penderies, etc. Enfin bon, tout a l'air complètement correct et cohérent. Et c'est une machine qui transforme un vecteur de nombre aléatoire en une chambre à coucher. Donc d'une certaine manière, c'est une paramétrisation de la variété de toutes les chambres, de toutes les images de chambres à coucher dans l'espace de la haute dimension des images. Et cette paramétrisation, en fait, on peut la faire en produisant un vecteur aléatoire de distribution gaussienne ou uniforme, et ça nous donne un point sur cette surface. Et c'est une espèce de rêve, en fait, de la reconnaissance des formes depuis très longtemps, de pouvoir paramétrer des surfaces de basse dimension comme ça dans des espaces ambiants de haute dimension. On ne savait pas le faire avant, et c'est un petit peu la première méthode qui fait ça vraiment correctement de manière générale. Donc c'est très impressionnant. Donc avec ça, on peut faire de l'arithmétique. On en a parlé précédemment dans un des speeches précédents, dans lequel on prend un homme avec des lunettes. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend une image ici, et puis par descente de gradient, on peut trouver le vecteur d'entrée du réseau qui aurait produit cette image. Donc c'est plus un vecteur aléatoire, maintenant c'est un vecteur qui correspond à cette image générée. Donc on prend ce vecteur-là, ensuite on calcule le vecteur de l'image d'un homme sans lunettes, et puis on calcule aussi le vecteur d'une femme sans lunettes, et puis on fait ça, moins ça, plus ça, et puis on régénère l'image, et ce qu'on obtient, c'est l'image d'une femme avec des lunettes. Donc on peut faire de l'arithmétique en fait dans cet espace, et la raison pour laquelle on peut faire de l'arithmétique dans cet espace, c'est que c'est un espace plat. Parce qu'on l'a échantillonné avec une distribution gaussienne uniforme, donc c'est un espace de haute dimension qui est plat. Donc la moyenne de deux vecteurs là-dedans est un vecteur qui est toujours un visage. On ne peut pas faire ça dans l'espace des pixels. Alors, fort de ça, on s'est dit, peut-être une des choses qu'on peut faire pour faire l'apprentissage non supervisé, c'est entraîner les machines à prédire le futur. Et on peut tricher d'une certaine manière en utilisant un moteur de jeu 3D qui a un simulateur physique derrière. Donc il y a un papier qui vient de sortir en fait, sur Archive par Adam Merlox, Andrews et Fergus, qui sont tous à la Facebook Research de New York, dans lequel le réseau qu'ils ont entraîné en fait, est très similaire à DeepMask, donc le réseau qui produit des objets. Et on prend une image avec une tour formée par des cubes de couleurs. On passe ça dans un réseau convolutif et on entraîne le système à prédire si cette tour va tomber ou pas, d'une part, c'est une espèce de classifieur binaire. Et par ailleurs, on entraîne aussi à prédire la position de ces blocs à l'instant suivant. D'accord ? Donc à simuler d'une certaine manière la dynamique du monde. Et ça marche à peu près. C'est-à-dire qu'on peut l'entraîner avec des images. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est une interface du moteur 3D Unreal avec Torch. Donc vous pouvez directement récupérer l'image générée par Unreal dans Torch et puis faire le processing et tout ça. Et ça marche à peu près. Donc ce que vous avez en haut, c'est le masque des cubes, et puis en bas, c'est la prédiction produite par le système à 4 instants différents. Et donc c'est entraîné uniquement sur des images synthétiques, mais on peut aussi l'appliquer à des images réelles. Donc ça, c'est une vraie tour. Et ça marche à peu près. Ça ne marche pas parfaitement, mais ça marche à peu près. C'est assez étonnant que ça marche, quoi. Donc sur les images synthétiques, la prédiction est d'environ 89% correcte, avec ce FISNet, cette architecture. Sur les images réelles, donc un système entraîné sur des images synthétiques, mais testé sur images réelles, la performance est d'environ 66% ou 67%, ou 69% si on a de la chance. Ok, mais si on essaie de faire la prédiction sur les vraies vidéos, qu'est-ce qui se passe? Alors là, ces prédictions ici sont faites avec un critère L2, c'est tout simple. Mais sur des vraies données, en fait, la prédiction est vraiment difficile. Donc ça, c'est un papier qui va être publié à ICLR le mois prochain, donc par Michael Mathieu, qui est un étudiant en thèse avec moi à NYU, Camille Coupry, qui est chercheuse à Faire Paris, et moi-même.
Et là, l'idée, c'est d'utiliser un réseau convolutif assez compliqué avec un générateur pour prédire les frames d'une vidéo. Donc on observe 4 frames d'une vidéo, 8, et puis on essaie de prédire une frame ou 2 frames dans le futur ou 4 frames dans le futur. Et si on entraîne avec un critère de moindre carré, on a un résultat qui est en haut, c'est-à-dire que les prédictions sont toutes floues. Parce que ce que fait le système, c'est qu'il prédit la moyenne de toutes les choses qui pourraient se passer, et donc ça donne une image floue. Alors je ne détaille pas l'architecture, c'est aussi un truc multi-échelle, etc., laplacien, whatever. Je vais vous montrer les... C'est un gros réseau convolutif quand même, plus un réseau déconvolutif pour produire l'image. Donc là c'est un exemple de résultat. En haut c'est les 4 frames observés dans la vidéo. Les 2 frames dans la deuxième ligne sont ce qui se passe effectivement dans la vidéo. À droite, c'est le résultat si on entraîne avec un moindre carré, donc c'est tout flou. Avec R1, c'est pareil. Et puis ça, c'est le résultat si on entraîne avec entraînement adversaire, dans lequel l'adversaire est lui-même un réseau convolutif qui voit aussi le passé et qui nous dit ah ouais, cette frame a l'air d'être une prédiction tout à fait raisonnable de ce qui pourrait se passer. Donc c'est une espèce de fonction de coût entraînable, si vous voulez. Alors il y a quelques artefacts un petit peu haute dimension. Si on combine avec une autre fonction de coût qui est plus basée sur les pixels, en fait, qui essaie de mettre les edges au bon endroit, ça donne des images un petit peu plus jolies. Et bon, ça peut prédire au vent des balles de billard, etc. Donc voilà des exemples de vidéos qui sont produites par le système. Donc les 4 premières frames de chaque vidéo sont observées, et les 2 dernières, qui sont entourées d'un cadre rouge, sont les prédictions. Et ça marche à peu près, donc c'est un petit peu flou ici, on voit que ça commence à flouter un peu, mais ça fait des prédictions à peu près correctes. Alors, je vous montre que 2 frames, parce que si on va à plus que 4 ou 5, ça commence à diverger complètement, quoi, mais au moins pour les premières, ça marche à peu près. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais raconter. J'ai probablement parlé beaucoup trop longtemps de toute façon, donc je vous remercie de votre attention, et puis je vous encourage à travailler avec nous. D'essayer d'aller fuir les non supervisés et d'aller se rafraîchir. Donc s'il y a des questions, allez-y. Oui, bonsoir. Merci pour la présentation. Quelles sont les applications concrètes des vidéos prédictives? Je suis là chez Facebook. Ouais, alors les applications concrètes de la prédiction vidéo seraient pour apprendre des représentations du monde, donc des features, qui seraient un petit peu universelles pour par exemple la classification de vidéos, la reconnaissance d'objets, la reconstruction 3D, le planning de robots, enfin, des choses de ce genre-là, où il faut que le système élabore une représentation du monde physique relativement correcte. Alors pour l'instant, il est clair que si on est strictement dans une logique de performance pour la reconnaissance d'images, ce qui est le moins cher, c'est d'embaucher des gens à étiqueter des images et d'utiliser l'apprentissage supervisé. Mais il y a des limites à ça, c'est-à-dire que, encore une fois, on ne va pas être capable d'entraîner des machines à acquérir le sens commun en étiquetant le monde entier, quoi. Il y a en fait une compagnie qui essaie de faire ça depuis 30 ans, qui s'appelle SAC, enfin maintenant ça s'appelle Lucid, je crois, et au Texas, donc c'est la compagnie de Doug Lannett. C'est le projet SAC qui a à peu près 30 ans. Et donc ils ont une collection de gens qui passent leur journée à écrire des règles et des choses comme ça. C'est un petit peu c'est une tâche de Sisyphe. Donc je pense qu'il faut arriver à résoudre ce problème d'apprentissage non supervisé. Ça va nous faire passer à la vitesse supérieure en fait pour l'IA de manière générale. Moi j'ai une question. Pour rebondir là-dessus, est-ce que pour obtenir des bonnes représentations, il serait nécessaire d'avoir plusieurs tâches pour obtenir un sens commun, ou est-ce qu'il y a une bonne tâche à trouver, par exemple de prédire les images suivantes, est-ce que ça suffirait ou est-ce qu'il en faudrait plusieurs? Non, je pense qu'il faut plusieurs tâches, mais ce sont toutes des tâches de prédiction d'une certaine manière. En fait, si vous y réfléchissez, c'est pas très différent de faire ça que de faire Work2Vec. Work2Vec est un algorithme supervisé de prédiction.
Word2Vec essaie de prédire un mot au milieu d'une phrase en fonction du contexte, ou pour les neural language models, c'est plutôt prédire le mot suivant en fonction des mots précédents. Donc c'est exactement une tâche de prédiction. La raison pour laquelle ça marche dans le cas du texte et que ça ne marche pas dans le cas de l'image, c'est que dans le cas du texte, c'est facile de représenter une distribution par une grande liste de nombres qui sont entre 0 et 1 et dont la somme est 1. Mais dans le contexte de l'image, on ne sait pas le faire. On ne sait pas représenter un manifold, une distribution, etc. C'est trop compliqué. Donc c'est ça le problème technique à résoudre, c'est comment représenter une distribution ou une variété, un manifold, etc. Dans un espace de haute dimension. On sait le faire en discret, on ne sait pas le faire en continu. Facebook a annoncé hier le lancement d'une nouvelle fonctionnalité sur la description automatique d'images. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Ouais, c'est une application super cool, c'est relativement simple en fait, c'est un groupe à l'intérieur de Facebook qui s'appelle Core Data Science, qui est un groupe en fait qui s'occupe d'étudier les utilisateurs, donc de savoir comment se comportent les utilisateurs et d'essayer de savoir par exemple détecter si une personne se fait harceler ou des choses comme ça, essayer de comprendre un peu qui sont les utilisateurs de Facebook d'une certaine manière. Et ils ont eu l'idée d'essayer de concevoir des systèmes qui aideraient l'accès à Facebook pour les gens qui ont un certain handicap, comme par exemple qui ont une vision limitée, ou qui ont perdu la vision. Et donc ils sont entrés en contact avec le groupe, un groupe qui s'occupe de vision par ordinateur, qui est à l'intérieur d'un groupe qui s'appelle Applied Machine Learning, qui est une espèce de sœur jumelle de Facebook AI Research, mais qui est un petit peu plus appliquée. Donc Facebook AI Research se concentre sur la recherche fondamentale, d'une certaine manière. Applied Machine Learning fait de la recherche un peu plus appliquée, et on est en relation directe avec eux, donc c'est ce qui permet à Applied Machine Learning en fait de construire des produits ou des systèmes directement à partir des résultats de la recherche de Facebook AI Research. Donc bien sûr, on avait des systèmes à base de réseaux convolutifs pour faire de l'étiquetage d'images, de la production de légendes pour les images. Des trucs très simples, en fait, qui mettent la liste des mots qui représentent les objets dans l'image, même pas quelque chose qui produit une phrase. On a ce genre de système dans les labos, mais ils ne sont pas déployés. Et donc, ils ont été mis en contact avec les gens qui font les produits de reconnaissance d'images, ceux qui sont utilisés pour reconnaître ce milliard de photos par jour, qui les ont aidés à construire un modèle pour édicter les images sur Facebook. Donc, en fait, c'est très simple. Ce réseau convolutif regarde les images qui sont postées sur un flux de données et en fait produisent une liste de mots dans le alt text, dans le HTML. En fait, il y a un alt text qui sont le texte qui est montré s'il n'y a pas la possibilité de montrer les images. Et donc ce texte est récupéré par les logiciels standards sur les smartphones de vocalisation en fait, du texte, de lecture du texte. Et ça permet aux voyants d'avoir une description